Bonjour à tous, c'est Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise, qui est l'invité de l'interview ce midi. Bonjour Rudy Vervoort. Alors un mot tout d'abord, avant de venir sur le dossier bruxellois, sur ce qui se passe au fédéral. Alors la perspective d'un Premier ministre francophone libéral, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oh, de toute façon, dans ce domaine-là, rien n'est encore fait. Ce que l'on sait, c'est que le commissaire européen sera une femme, et une femme néerlandophone, CDNV. Ça, c'est une certitude. Après, il y a de grandes chances que le poste... Oui, mais on nous avait annoncé un commissaire francophone. Donc ici, la décision, elle est assez sibylline. Elle dit simplement que le poste de Premier ministre reviendra à la famille la plus importante, à savoir la famille libérale. Et si d'aventure c'est un francophone par rapport au discours du PS qui est de dire que les francophones seront faibles au sein de ce gouvernement fédéral, est-ce que ce n'est pas une preuve que ce ne sera pas le cas si d'aventure il y a un Premier ministre francophone ? Mais j'ai plutôt le sentiment que si ce n'était que le poste de Premier ministre qui impacte la politique fédérale, ça ferait longtemps que les Flamands l'auraient revendiqué et ne l'auraient pas lâché comme ils le font maintenant. C'est tout de même assez particulier qu'un parti comme le CDNV préfère renoncer... l'avait souhaité et avait réussi à Attendez, mais c'est assez singulier qu'un parti comme le CDNV maintenant renonce à un poste qui lui semblait promis. Ça veut donc dire qu'il considère que le poste de commissaire européen est plus important qu'un poste de Premier ministre ici en Belgique. Non, je pense surtout que ça montre le poids que représente le nord du pays dans ces négociations. En définitive, c'est eux qui mènent la danse avec un parti qui est là et qui prend note des desiderata ou de la NVA ou du CDNV et qui prendra ce qu'on lui laissera, même si c'est le poste de Premier ministre. Ça montre bien aussi que cette fonction-là ne recueille peut-être plus la même importance. En tout cas, Elio Di Rupo, en son temps, il avait tenu dur comme fer, quoi, cette position. Mais je pense que vous avez changé d'avis. Bien sûr, tout simplement parce qu'à l'époque, on était dans une dynamique où la famille politique socialiste était la première famille politique du pays, et ça a toujours été une tradition que ce poste revienne à un membre de ce parti. Et donc ça avait été le cas. Ici, on savait depuis le début que la famille libérale était la première famille du pays. Et elle a démarré les négociations en disant « mais ça ne nous intéresse pas, on ne le revendique pas ». Et puis maintenant, on le leur donne comme ça, en passant. On dit, mais non, finalement, vous serez... Je trouve que ça ne donne pas une bonne image, en tout cas, du poids des francophones dans cette dynamique de cette coalition kamikaze. Alors, la majorité telle qu'elle se prépare au fédéral, est-ce que, selon vous, c'est une majorité qui va nuire à Bruxelles ou qui risque de nuire à Bruxelles ? Écoutez, c'est évident qu'une formation politique comme la NVA n'est pas la meilleure amie de Bruxelles. On s'en rend bien compte, leur vision de la Belgique de demain est une vision où Bruxelles est co-gérée par la Flandre et la Wallonie. Donc ça va évidemment tout à fait à l'encontre du modèle que nous défendons. Mais on ne parle plus de réforme de l'État pour l'instant dans les coalitions. C'est vrai, c'est un moment rare d'ailleurs. On ne parle plus de communautaire. Mais ça ne vous rassure pas, ça ? Mais absolument pas. Tout le monde le sait, tous les dossiers ont une connotation communautaire en Belgique. Déjà maintenant, les nouveaux avions, soit dit en passant, dépenser 4 milliards alors qu'on doit en trouver 17 et ça risque de faire mal aux citoyens. Je trouve ça un petit peu curieux, mais enfin, soit. Mais c'est aussi un dossier qui prend une connotation communautaire parce que où vont-ils être installés ? En Flandre, en Wallonie. Les retombées économiques, en Flandre, en Wallonie. Donc tout ça, il y a toujours... Oui. Et pour Bruxelles, vous craignez quoi en fait ? C'est quoi ? Le survol, le fonds Belliris qui permettrait de financer certains travaux ? Vous craignez quoi en fait ? Écoutez, nous, on part de l'idée, dans la majorité que je conduis, majorité qui... je dirais, comporte des partis néerlandophones, francophones, des partis néerlandophones qui participeront à cette future coalition. Ce que nous défendons, c'est l'idée de ce fédéralisme de coopération, savoir qu'on va effectivement discuter d'égal à égal avec les autres entités. Et vous avez des doutes ? Les autres... Non, mais écoutez, moi, j'attends de voir. C'est évident que ça ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, mais en même temps, je me refuse... je me refuse à dire, voilà, ça n'ira pas. Non, moi, je pars de l'idée que si on veut que cette Belgique fonctionne demain, il faut que les entités puissent se parler. Indépendamment des majorités, indépendamment des programmes des uns et des autres, moi, j'ai une majorité, j'ai un programme de majorité pour Bruxelles, pour les Bruxellois, c'est ce que j'entends défendre. Et évidemment, en concertation avec les autres entités fédérées, le respect des uns et des autres. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne commence pas sous les meilleurs auspices ? Parce qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de gouvernement encore, on est encore aux premières lectures, à l'adoption des textes. Il y a un aspect qui est important, c'est la mise en œuvre de la 6e réforme de l'État. Alors ça semble un peu technique, mais ça va avoir des conséquences très concrètes sur la mise en œuvre, sur les budgets, sur la manière dont ça va toucher les différentes régions. Vous savez, tout est dans tout. Aujourd'hui, on doit négocier ce qu'on appelle les trajectoires budgétaires. Donc chacun fait une part de l'effort. Nous le faisons dans le cadre de la 6e réforme, mais nous le faisons aussi en visant l'assainissement de nos finances publiques à un rythme qui est le nôtre. Mais il va de soi que nous n'allons pas, nous, être soumis
au timing, au calendrier que le fédéral va se fixer en fonction de ses priorités, qui ne sont pas les nôtres. Donc tout ça implique qu'il y ait un dialogue entre et un respect entre les différentes entités. Et ce que j'entends aujourd'hui, en tout cas pour ce qui concerne Bruxelles, c'est la question du survol. J'ai été tout de même assez effaré de constater qu'on se contentait d'un moratoire avec une remise au calendrier grec d'une solution structurelle. Ça veut dire quoi? En clair, le retour à la situation antérieure que nous avions combattue, et pas de solution structurelle pour Bruxelles. Si c'est ça la force des francophones dans ce gouvernement fédéral, c'est bien parti. Alors ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le MR ne défendra pas assez Bruxelles au sein du fédéral. Mais ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de capacité. En politique, vous savez, c'est toujours un rapport de force. Quand vous représentez un quart des électeurs francophones, vous pesez moins que si vous avez autour de vous des partenaires qui, ensemble, forment une majorité dans la communauté francophone de ce pays. La Belgique a toujours fonctionné comme ça. On va se retrouver ici dans une espèce d'aventure institutionnelle où un parti francophone va se retrouver minorisé dans une coalition à large domination d'un parti qui n'est pas celui... Et donc, selon vous, ça va se concrétiser en monnaie sonnante et trébuchante et donc une perte de moyens financiers pour Bruxelles, par exemple? Non, en tout cas, et fort heureusement, il y a une série de décisions sur lesquelles on ne reviendra pas. Je veux dire que Bruxelles sera refinancée. Mais il est évident, par exemple, Bellery, c'est le bon exemple, qui nécessite un dialogue, une coopération. Ce que nous, on espère, évidemment, c'est la pérennisation, c'est de pouvoir continuer de manière constructive, dans l'intérêt de Bruxelles, dans l'intérêt d'une capitale qui est la capitale de l'ensemble. Et là, vous avez des doutes? Non, je n'ai pas de doute. J'attends simplement de voir. Sur le plan socio-économique, je reste évidemment attaché à d'autres valeurs que celles qui vont être défendues là. C'est un gouvernement qui ne correspond pas à la dynamique qui est défendue ici à Bruxelles, qui est une dynamique de concertation patron-syndicat. Ici, c'est un gouvernement où vous avez un partenaire autour de la table qui ne dit pas son nom, qui est le patronat. Et le MR dit que le PS n'avale pas de se retrouver dans l'opposition fédérale et c'est pour ça qu'il est déjà si critique aujourd'hui. Moi, j'avais cru que c'était le MR qui n'avalait pas de ne pas se retrouver dans les majorités régionales. Donc, vous bottez en touche quand je vous pose cette question. Non, mais les choses sont ainsi faites. Je pense qu'il y a des dynamiques qui se sont créées au lendemain de ces élections, à la fois au fédéral, au nord du pays, où manifestement on ne souhaitait pas poursuivre la coalition sortante, qui pourtant avait été renforcée. Le CDNV a choisi de s'allier avec la NVA. Tout ça a des conséquences, et a eu des conséquences, en ce compris, bien évidemment, en termes de calendrier, dans la mise en œuvre des majorités régionales. Alors, on en vient au dossier qui vous a occupé beaucoup aujourd'hui, le viaduc Reyers. On va le raser, ça c'est clair. Coût entre 11 et 13 millions, il y a deux chiffres qui circulent. Non, mais ça c'est la TVA. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, non, les allocations budgétaires sont là. On est dans une programmation... C'était pas prévu. Bien sûr que oui, mais on est dans une programmation pluriannuelle de nos dépenses d'investissement en matière de mobilité. Et donc, ceci rentre dans le paquet, je dirais, qui est dévolu à ces politiques-là. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport au choix qui a été posé. Et donc, on va reporter certains travaux tout de même? Non. Le choix qui a été posé est un choix, je dirais, d'une perspective et d'une vision pour ce que nous voulons comme ville demain. Et très clairement, un ouvrage d'art de ce type, ça n'a plus sa place à Bruxelles. Et donc, à partir du moment où on s'est rendu compte que la structure même était en péril, on n'allait pas commencer à dépenser des sommes importantes pour rénover, parce que s'il faut le faire... Mais si j'ai prévu de dépenser X millions et que finalement il y en a X en plus, moi dans mon budget, je dois bien faire des sacrifices par ailleurs. Bien sûr. Et vous, quels seront les sacrifices? Mais le choix politique, c'est d'abord de se dire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut le maintien de ce viaduc ou pas? À partir du moment où on dit non, et ça, il y avait une unanimité autour de la table, à partir du moment où on dit non, clairement, on dégage les moyens budgétaires nécessaires. Et donc c'est Pascal Smet qui va devoir rogner dans sa caisse budgétaire pour financer les travaux? Moi, je lui fais entièrement confiance pour que, de ce point de vue-là, il n'y ait pas évidemment de report d'autres projets. On sait bien qu'il va falloir sans doute lisser certains travaux, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. On se trouve ici face à une situation qui nécessite une réponse urgente, et c'est ce que nous apportons, et une réponse urgente et structurelle, qui permet de dire, voilà, ce quartier-là, il a un avenir, et nous allons bien évidemment aussi travailler sur tout le volet réaménagement de la place Mézère, création de tunnels urbains, qui font partie évidemment de nos projets, et pour lesquels là aussi il va falloir qu'il y ait des discussions avec Bellery, on parle tout et dans tout. Et donc, de manière telle qu'on puisse offrir une autre image de ce quartier, qui est un quartier en mutation, avec notamment la future cité des médias. Alors une question sur la date, solution pour fin 2015, dit Pascal Smet, aménagement provisoire pour fin 2015, c'est réaliste ça? Oui, tout à fait. Vite on sait que les procédures sont longues en région bruxelloise.
Oui, non. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise si lentement. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il faut obtenir un permis d'urbanisme, il faut réaliser un cahier de charges, attribuer le marché, puis réaliser les travaux. Ici, fin 2015, début 2016, c'est pour le début des travaux, le démontage, réalisation, ça va durer 1 an pour réaliser aussi les aménagements provisoires. Mais évidemment, en même temps, nous allons travailler sur les études de réaménagement définitif, MESER, tout ça dans un même logique, dans un même paquet, avec des dossiers de permis d'urbanisme qui sont déposés en même temps pour qu'on puisse offrir aussi aux Bruxellois une vision globale, plus des travaux plic-ploc. On sait que ce seront des travaux importants, qui vont durer longtemps, mais ce qu'on propose évidemment maintenant, ce que nous voulons proposer, c'est une vision globale de cette zone. Alors une réponse rapide à ceux qui disent que ça va être une cata au niveau de la circulation? Mais ne faisons rien alors. Voilà, je pense que Bruxelles, nous devons nous déterminer ce que nous voulons en matière de mobilité. Et là, très clairement, c'est de dire non. Et donc vous assumez le fait que ça risque de créer des embouteillages supplémentaires? Mais la question ne s'est pas posée en ces termes. Soit on assume de dire on maintient un viaduc et alors on dépense aussi beaucoup d'argent pour un ouvrage dont on ne veut pas. Mais si on a une vision dynamique d'un changement des habitudes et qui là aussi nécessiteront des investissements, le RER, tout ça on le sait. Mais cette zone-là mérite pour ses habitants qu'elle soit un peu plus conviviale, un peu plus habitable. C'est un véritable point noir en termes de mobilité aujourd'hui. Alors c'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça, d'un coup de baguette magique, mais je pense qu'il faut pouvoir prendre ce genre de décision. Et je dirais même, c'est bien que ça tombe maintenant, parce que ça nous permet de prendre une décision vraiment franche, nette, précise. Alors dernière question politique, celle-là, le PTB vous invite à participer à sa proteste parade le 19 octobre pour dénoncer les mesures que compte prendre le gouvernement des droites. Vous dites oui, on ira? Le PS ira manifester à côté du PTB? Si c'est le PS, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Et vous, à titre personnel? Écoutez, moi, je ne suis pas un adepte des protestes parades. Mais je comprends et je trouve légitime que la population marque évidemment, je dirais, soit de ses craintes, soit de son indignation. En ce qui me concerne, j'exerce un mandat de ministre-président de cette région. Le lendemain, si c'est pour me retrouver à table face à des partenaires pour lesquels j'ai été manifesté, je trouve que ça va beaucoup de sens. Ce qui importe, c'est le travail que moi, je vais mener pour les Bruxellois, là où j'ai été désigné, pour faire en sorte qu'effectivement, les dossiers que nous portons puissent se réaliser. Merci Rudy Vervoort d'avoir participé à cette interview. Le prochain rendez-vous avec l'info, c'est à 18h avec Marine Hubert. Au revoir.